L'air est lourd ce matin-là à 7, comme si la ville entière pressentait que quelque chose est sur le point de se fissurer. Dans la maison des deniers, le silence n'a rien d'apaisant. Il pèse, il colle à la peau. Sofia est assise, immobile, le regard fixé dans le vide, tandis qu'Orso dort encore dans la pièce voisine. Chaque bruit, chaque vibration de téléphone lui donne l'impression d'un compte à rebours qui touche à sa fin. Elle le sait, elle le sent. Ce qu'elle a tenté de protéger par instinct est désormais hors de contrôle. Pendant ce temps, William observe sa fille sans oser intervenir. Il reconnaît cette expression, mélange de peur et de détermination, la même qu'il a déjà vue chez des patients acculés, juste avant qu'ils prennent une décision irréversible. Aurore, elle, fait les 100 pas. En tant que policière, elle connaît la suite logique des événements. En tant que mère, elle refuse d'y croire. Deux rôles qui s'entrechoquent violemment, la laissant paralysée, incapable de choisir lequel doit primer. Sofia finit par se lever, comme mue par une force intérieure qu'elle ne contrôle plus. Elle sait que la convocation au commissariat n'est pas une simple formalité. Derrière les mots neutres, derrière les procédures, il y a cette menace sourde, la prison. Elle a beau se répéter qu'elle n'a rien fait de mal, que tout ce qu'elle a accompli l'a été pour Orso, le doute la ronge. Et si personne ne voulait l'entendre? Et si, aux yeux de la loi, elle n'était plus qu'une jeune femme ayant franchi la ligne rouge? Au commissariat, l'atmosphère est glaciale. Sofia sent chaque regard posé sur elle comme un jugement silencieux. Heureusement, Soraya est là. Calme, posée, presque rassurante, elle incarne cette voix rationnelle dont Sofia a désespérément besoin. Dès les premières minutes, l'avocate pose le cadre. Non, il ne s'agit pas d'un enlèvement. Non, Sofia n'a pas agi par caprice. Elle a porté assistance à un enfant en danger. Les mots sont choisis avec précision, pesés, presque chirurgicaux. Pourtant, même avec cette défense solide, Sofia sent que le sol peut se dérober sous ses pieds à tout instant. Soraya observe attentivement les réactions autour d'elle. Elle sait que ce dossier est explosif. Laz va prendre le relais, c'est inévitable. À partir de ce moment-là, tout échappe au sentiment. Seule la procédure compte. Sofia encaisse l'information comme un coup de poing. Elle comprend que bientôt, Orso ne sera plus sous sa protection. Cette idée lui est insupportable, presque physique, comme une douleur qui lui broie la poitrine. À quelques rues de là, Martin tente de garder le contrôle. Mais la colère gronde en lui. Il vient d'apprendre qu'Aurore lui a menti. Pire encore, elle savait la vérité depuis une semaine. Une semaine entière pendant laquelle il a continué à agir dans l'ignorance, convaincu que tout n'était qu'une succession de zones grises à éclaircir. Quand Aurore s'excuse, sa voix tremble. Elle ne cherche pas d'excuses, seulement à reconnaître sa faute. Martin, lui, a du mal à digérer. Ce n'est pas seulement une question professionnelle, c'est une trahison personnelle. Le fameux mail anonyme revient dans la discussion comme une ombre persistante. Martin en est presque certain, Pedro n'est pas étranger à cette histoire. Et justement, Pedro n'est jamais loin. À distance, il observe Martin interroger Alain. Il se tient suffisamment loin pour ne pas être repéré, mais assez près pour capter chaque geste, chaque mouvement. Lorsque Martin s'approche un peu trop, Pedro prend la fuite. Son instinct de survie est plus fort que tout, disparaître avant d'être vu, avant que son nom ne soit officiellement prononcé. De retour chez les deniers, l'ambiance est irréelle. Aurore tente de faire bonne figure, de rassurer Sofia, de lui dire qu'elle a été courageuse. Les mots sont sincères, mais son regard trahit l'angoisse. William, lui, se réfugie dans un silence douloureux. Il voudrait croire qu'une solution existe, qu'ils peuvent encore protéger leur fille. Mais en tant que médecin, il sait reconnaître les situations critiques. Celle-ci est déjà hors de portée. La soirée du réveillon se profile pourtant, comme une tentative maladroite de normalité. Les deniers décident de la passer ensemble, avec Samuel, comme pour se convaincre que tout n'est pas perdu. Les rires sont timides, forcés. Sofia sourit par politesse, mais son esprit est ailleurs, constamment tourné vers Orso. Chaque minute qui passe renforce ce lien viscéral qu'elle a développé avec lui. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas légal, mais c'est profondément humain. Quand Orso se met à pleurer, le temps semble se figer. Sofia se lève immédiatement, presque trop vite, guidée par un réflexe maternel qu'elle n'essaie même plus de nier. Elle entre dans la chambre, le prend dans ses bras, le berce doucement. À cet instant précis, Laz arrive. Le contraste est brutal. D'un côté, la douceur fragile d'un enfant apaisé, de l'autre, la froideur administrative d'une décision qui ne laisse aucune place à l'émotion. William et Aurore comprennent aussitôt. Leurs regards se croisent, chargés de panique. Tout va trop vite. Sofia sent le danger approcher, et quelque chose se brise en elle. La peur laisse place à une résolution implacable. Elle ne peut pas laisser Orso partir comme ça. Pas maintenant, pas sans se battre. Soraya est présente, témoin silencieuse de la scène.
Elle voit Sofia se tendre, comprend avant tout le monde ce qui est sur le point de se produire. Pourtant, elle ne dit rien. Pas un mot. Ce silence n'est pas une approbation, mais une suspension. Une seconde d'humanité au milieu d'un engrenage judiciaire implacable. Sofia sort de la maison, Orso contre elle. William appelle son prénom, la voix brisée. Aurore la suit, court derrière la voiture quand elle démarre, mais c'est inutile. Le moteur rugit, la distance s'allonge, et avec elle ce sentiment d'impuissance absolue. Aurore s'arrête, essoufflée, les larmes aux yeux. Elle vient de comprendre que ce qu'ils vivent n'est plus une simple crise familiale, mais un véritable cauchemar. Sur la route, Sofia roule sans vraiment savoir où elle va. Elle pense seulement à fuir, à gagner du temps. Derrière elle, sans qu'elle ne s'en rende compte immédiatement, une voiture la suit. Pedro, toujours dans l'ombre, toujours à observer. Son regard est fixé sur la silhouette de Sofia, sur ce bébé qu'elle serre contre elle. Il sait que cette fuite va tout changer. Ailleurs à Sète, d'autres histoires se jouent, plus légères en apparence, mais tout aussi révélatrices. Karim tente de se rattraper auprès d'Emily. Son geste, payer l'addition, se voulait galant, il s'est transformé en malaise. Maintenant, il calcule, recompte, prépare une enveloppe. Soit elle le rembourse, soit elle l'invite à son tour. Une manière maladroite de réparer, de prouver qu'il n'y avait aucune arrière-pensée. Georges, en l'écoutant, ne peut s'empêcher de soupirer. Il pense que Karim ne sait plus vraiment comment s'y prendre avec les femmes, et au fond, cette réflexion résonne douloureusement avec sa propre situation. Georges, justement, sombre peu à peu. Assis chez Karim, café à la main, il laisse échapper sa lassitude, plus de boulot, plus de copines. Et bientôt, peut-être, plus de repères. L'absence de Mélodie dans l'appartement le hante. Il redoute surtout la réaction de Lucien. Cette peur, il la cache derrière une ironie fatiguée, mais elle est bien là, tapie dans un coin de son esprit. À l'autre bout de la ville, Nord tente de se convaincre que l'année à venir sera celle de la dignité. Elle le dit à Gabriel comme pour se persuader elle-même. Elle ne sait plus quoi penser de Romain, de ce qu'elle ressent réellement. Et pourtant, quand son téléphone sonne et que Romain l'invite à une soirée déguisée, son cœur s'emballe malgré elle. Elle accepte, parce que certaines hésitations sont plus fortes que les résolutions. La nuit tombe lentement sur Sète. Tandis que certains se préparent à fêter la nouvelle année, d'autres fuient, poursuivis par leur choix. Sofia roule encore, le regard fixé sur la route, ignorant tout ce qui l'attend. Derrière elle, William et Aurore restent figés, anéantis par ce qu'ils viennent de perdre. Et dans l'ombre, Pedro poursuit sa filature, conscient que cette cavale n'en est qu'à ses débuts. La ville s'illumine pour le réveillon, mais pour les deniers, la lumière s'est éteinte. Rien ne sera plus jamais comme avant. La route défile devant les yeux de Sofia sans qu'elle en ait réellement conscience. Les lampadaires s'enchaînent, les virages se succèdent, mais son esprit est ailleurs, entièrement absorbé par le poids qu'elle porte contre elle. Orso s'est calmé, blotti contre sa poitrine, et cette respiration régulière devient son unique repère. Tant qu'il respire ainsi, tant qu'il est là, tout le reste peut attendre. Même la peur, même la loi. Pourtant, la peur n'est jamais loin. Elle s'insinue dans chaque battement de son cœur, dans chaque coup d'œil au rétroviseur. Sofia sait qu'elle vient de franchir une limite irréversible. Ce n'est plus une question de malentendu ou de défense juridique. C'est une fuite, une vraie, et au fond d'elle, une question la hante. Jusqu'où est-elle prête à aller pour protéger cet enfant? À Sète, la maison des deniers est plongée dans un silence irréel. William est resté immobile, incapable de prononcer le moindre mot depuis le départ de sa fille. Son esprit rationnel tente de reprendre le dessus, de trouver une solution médicale, logique, presque clinique à ce chaos. Mais il n'y a pas de diagnostic pour un père qui voit sa fille s'enfuir avec un bébé sous les yeux de Laz. Il n'y a pas de protocole pour ça. Aurore, elle, n'arrive pas à se pardonner. Elle revoit la scène en boucle, Sofia qui sort, la voiture qui démarre, ses jambes qui se mettent à courir trop tard. En tant que policière, elle sait exactement ce que cela implique. En tant que mère, elle refuse de l'accepter. Cette dualité la déchire. Elle sent déjà le poids de la procédure, des rapports à rédiger, des collègues qui poseront des questions. Et surtout, ce regard que Martin posera sur elle désormais. Au commissariat, Martin tente de reprendre la main. La situation lui échappe, et il déteste ça. Le dossier Sofia n'est plus seulement une affaire familiale, il est devenu un cas sensible, potentiellement explosif. Laz a signalé la fuite, les autorités espagnoles doivent être contactées, et chaque minute qui passe complique un peu plus les choses. Martin n'a pas le luxe de l'émotion. Il enclenche la procédure officielle, conscient que cette décision risque de briser définitivement le lien fragile qui le rattache encore à Aurore. Lorsqu'ils se retrouvent face à face, l'échange est bref, tendu. Aurore sent que Martin s'est refermé. Il ne crie pas, il ne s'emporte pas.
C'est pire, il est froid, distant, presque mécanique. Il lui reproche son silence, son mensonge, mais surtout le fait de l'avoir privé de son rôle. Une semaine entière durant laquelle il aurait pu agir autrement. Aurore encaisse sans se défendre. Elle sait qu'il a raison. Et cette lucidité lui fait encore plus mal. Soraya, de son côté, mesure pleinement la gravité de ce qu'elle a vu. Le moment où Sophia est partie restera gravé dans sa mémoire. En tant qu'avocate, elle sait qu'elle aurait dû parler, intervenir, tenter de freiner la situation. Mais elle a choisi le silence. Pas par lâcheté, par humanité. Ce choix, elle l'assume, pour l'instant. Mais elle sait aussi qu'il pourrait lui coûter cher si la justice venait à examiner son rôle de trop près. Sur la route, Pedro continue de suivre Sophia à distance. Il garde ses distances, suffisamment pour ne pas éveiller les soupçons, mais assez près pour ne pas la perdre. Il observe chacun de ses gestes, chaque arrêt, chaque hésitation. Pour lui, Sophia n'est pas seulement une jeune femme en fuite. Elle est une pièce maîtresse dans un jeu qui le dépasse peut-être, mais qu'il entend bien contrôler à sa manière. Il sourit presque en voyant à quel point la situation dégénère sans qu'il ait eu besoin d'intervenir directement. Sophia finit par s'arrêter sur une aire isolée. Elle coupe le moteur, comme pour reprendre son souffle. Le silence qui s'installe est brutal. Elle regarde Orso, son visage paisible, et sent les larmes monter. Elle murmure quelques mots, presque inaudibles, comme une promesse qu'elle se fait à elle-même. Elle ne le laissera pas tomber. Peu importe les conséquences. À cet instant, elle ne se perçoit plus comme la fille de William et Aurore, ni comme une citoyenne face à la loi. Elle se voit comme la seule personne capable de protéger cet enfant. Pendant ce temps, à 7, le réveillon suit son cours, étrange mélange de légèreté et de tension sous-jacente. Chez Karim, l'ambiance se veut conviviale, mais Georges n'y est pas vraiment. Son regard se perd souvent dans le vide. Les plaisanteries de Sarah et Roxane glissent sur lui sans vraiment l'atteindre. Il sourit par réflexe, sans conviction. La peur de rentrer dans un appartement trop vide continue de le ronger. Karim, lui, tente de se convaincre qu'il a fait ce qu'il fallait avec Émilie. Il a tout recalculé, tout rationalisé, comme s'il s'agissait d'une enquête. Mais les relations humaines ne se résolvent pas avec des chiffres. Georges le lui fait comprendre, à demi-mot. Ce constat les rapproche, paradoxalement, deux hommes perdus, chacun à sa manière, face à des sentiments qu'ils ne maîtrisent plus. À l'autre bout de la ville, Nor se prépare pour la soirée déguisée. Devant le miroir, elle hésite, se juge, se corrige. Elle repense à ces mots, l'année de la dignité. Elle aimerait y croire, mais dès que son téléphone vibre avec un message de Romain, toutes ses certitudes vacillent. Elle sait qu'elle joue avec le feu. Elle sait aussi qu'elle en a envie. La nuit s'épaissit, enveloppant Seth d'une illusion de fête. Mais derrière les lumières et les rires, une tension sourde continue de monter. Sophia est désormais officiellement en fuite. William et Aurore sont pris dans un engrenage qu'ils ne contrôlent plus. Martin avance, implacable, guidé par la procédure. Et Pedro, dans l'ombre, savoure le chaos qu'il observe. Rien n'est encore arrivé. Et pourtant, tout a déjà basculé. Sophia redémarre après de longues minutes d'immobilité. Elle n'a pas de destination précise, seulement une certitude, s'éloigner encore. Mettre de la distance entre Orso et tout ce qui pourrait le lui reprendre. Chaque kilomètre parcouru lui donne l'illusion d'un contrôle retrouvé, mais cette impression est fragile, prête à se briser au moindre imprévu. Elle sait qu'elle ne peut pas fuir éternellement, mais elle refuse d'y penser. Pas maintenant. Dans sa tête, les voix se superposent. Celle de William, douce et inquiète. Celle d'Aurore, ferme mais tremblante. Et puis la sienne, de plus en plus insistante, qui lui répète qu'elle n'avait pas le choix. Sophia n'a jamais été une fille imprudente, encore moins une rebelle. Ce qui rend son geste d'autant plus terrifiant pour elle-même, elle ne se reconnaît plus. Et pourtant, cette étrangeté lui donne aussi une forme de force brute, presque animale. À 7, la nouvelle de la fuite s'est répandue plus vite que prévu. Au commissariat, les regards se croisent, chargés de questions que personne n'ose poser à voix haute. Le nom de Sophia circule désormais dans un contexte qu'Aurore redoutait plus que tout. Elle sent le poids des murmures, la frontière invisible qui s'est dressée entre elle et ses collègues. Elle reste professionnelle, droite, mais à l'intérieur, tout vacille. William, lui, s'effondre loin des regards. Il s'enferme dans un mutisme inquiétant, incapable d'exprimer la tempête qui le traverse. Il se reproche tout, de ne pas avoir vu venir la détresse de sa fille, de ne pas avoir compris plus tôt ce lien si fort avec Orso, de n'avoir rien su empêcher. La rationalité médicale qui l'a toujours protégé ne lui sert plus à rien. Cette fois, il n'y a ni diagnostic, ni traitement possible. Martin, de son côté, avance. Méthodiquement, il a pris sa décision, aucune zone grise ne doit subsister.
même si cela implique de s'attaquer indirectement à la famille d'Aurore. Il sait que cette affaire pourrait laisser des traces irréparables entre eux, mais il refuse de laisser ses sentiments interférer. La procédure avec les autorités espagnoles est lancée. Désormais, Sofia n'est plus seulement une fugitive aux yeux de ses parents, elle devient un dossier international. Cette rigidité, Aurore la ressent comme une trahison supplémentaire. Elle comprend la logique de Martin, mais elle ne peut s'empêcher de lui en vouloir. Elle aurait voulu qu'il ralentisse, qu'il temporise, qu'il laisse une chance à Sofia de revenir d'elle-même. Mais Martin ne fonctionne pas ainsi. Et ce fossé entre eux s'élargit, silencieusement, sans éclat de voix, sans cri. Une fracture froide, presque définitive. Soraya passe la soirée dans un état de vigilance extrême. Son téléphone ne la quitte pas. Elle anticipe déjà les questions, les convocations, les reproches. Elle sait que son silence lors de la fuite pourrait se retourner contre elle. Mais malgré tout, une part d'elle refuse de regretter. Elle a vu dans les yeux de Sofia quelque chose de trop intense pour être ignoré. Une détresse brute, incompatible avec une réponse purement administrative. Sur la route, Pedro change légèrement de stratégie. Il se rapproche un peu plus, suffisamment pour observer sans ambiguïté la voiture de Sofia. Il se sent presque invisible, comme s'il faisait partie du décor. Cette situation lui procure une excitation trouble. Il ne cherche pas à intervenir, pas encore. Il préfère observer, accumuler des informations, savourer ce rôle de spectateur omniscient. Il sait que chaque décision de Sofia la rapproche d'un point de non-retour. Sofia, elle, commence à sentir la fatigue s'installer. Orso remue, gémit légèrement. Elle s'arrête de nouveau, dans un endroit encore plus isolé. Elle le nourrit, le calme, murmure des mots rassurants sans même se rendre compte qu'elle se parle autant à elle-même qu'à lui. À cet instant, elle n'est plus une fille en fuite, mais une jeune femme qui tente désespérément de maintenir une illusion de normalité dans une situation absurde. La fête du Nouvel An, à 7, bat son plein. Les rires éclatent, les verres s'entrechoquent. Chez Georges et les autres, l'ambiance est étrange, comme suspendue. Georges se sent de plus en plus étranger à cette joie collective. Il observe les autres, se demandant comment ils font pour continuer à rire alors que tout semble si fragile. Cette impression de décalage l'isole davantage. Karim, malgré ses efforts, n'arrive pas à se détendre. L'histoire avec Émilie continue de le hanter. Il se demande s'il n'a pas tout simplement perdu le mode d'emploi des relations humaines. Georges, en le voyant douter ainsi, se reconnaît dans cette maladresse. Deux hommes qui essaient de bien faire, mais qui se trompent de gestes, de timing, de mots. Pendant ce temps, Nord et Romain roulent, déguisés, riant de leur propre absurdité. Ils sont perdus, littéralement. L'adresse est mauvaise, la soirée semble inaccessible. Au lieu de paniquer, Nord propose de boire. Le geste est impulsif, presque adolescent. La bouteille passe de main en main. La voiture devient un refuge temporaire, coupé du monde. Les étoiles brillent au-dessus d'eux, indifférentes à leurs hésitations. Quand minuit approche, l'atmosphère change. Le silence s'installe, chargé d'une tension douce, troublante. Romain regarde Nord autrement. Elle le sent. Elle pourrait reculer, rappeler ses résolutions, parler de dignité. Mais elle ne le fait pas. Quand leurs lèvres se frôlent pour la première fois, le monde semble s'arrêter. Le baiser est maladroit, sincère, chargé d'un mélange de désir et de culpabilité. À 7 comme sur la route, chacun franchit une limite invisible. Certains par amour, d'autres par peur, d'autres encore par instinct. Et personne ne peut encore mesurer les conséquences de ces gestes, pris dans l'urgence d'un instant. La nuit continue d'avancer. Et avec elle, l'irréversible. La fatigue commence à brouiller les pensées de Sofia. Ses paupières sont lourdes, ses gestes moins sûrs, et pourtant elle refuse de s'arrêter vraiment. Chaque pause lui donne l'impression de se rapprocher d'un piège invisible. Elle regarde Orso dormir, sa petite main refermée sur son doigt, et ce simple contact suffit à la maintenir éveillée. Tant qu'il est là, tant qu'il dépend d'elle, elle tiendra. C'est devenu une certitude presque obsessionnelle. Mais derrière cette détermination se cache une peur sourde, celle de ne plus savoir faire demi-tour. Sofia commence à comprendre que cette fuite n'est pas seulement géographique. Elle a fui une décision, une autorité, un système qui lui a soudain semblé inhumain. Et plus les kilomètres s'accumulent, plus cette rupture devient définitive. Elle n'est plus simplement en désaccord avec ce qui se passe à 7, elle est en train de s'en exclure. À 7 justement, le réveillon s'achève dans une atmosphère étrange, comme si la fête avait laissé un goût amer. Les sourires s'effacent lentement, remplacés par une fatigue émotionnelle difficile à dissimuler. Georges rentre chez lui avec cette sensation oppressante de vide. L'appartement lui paraît plus grand, plus froid que jamais. L'absence de Mélodie est désormais tangible, presque douloureuse. Il redoute le moment où Lucien posera des questions auxquelles il n'a pas de réponse.
Karim, lui, reste longtemps éveillé. Il repense à chaque mot échangé avec Émilie, à chaque geste qu'il a cru approprié. Il réalise que ses tentatives de bien faire ressemblent parfois à des maladresses maladives. Cette prise de conscience le secoue plus qu'il ne veut l'admettre. Il se demande s'il n'est pas en train de se perdre, lui aussi, à force de vouloir contrôler ce qui ne peut pas l'être. Au commissariat, la nuit n'a pas apporté d'apaisement. Martin relit les rapports, ajuste les procédures, vérifie les échanges avec l'Espagne. Tout est en ordre, trop en ordre peut-être. Cette rigueur qu'il s'impose est une manière de se protéger. Il refuse de penser à Sofia comme à la fille d'Aurore. Il la considère comme un dossier, un cas à résoudre. Mais cette distance artificielle commence à lui coûter. Il le sent, même s'il n'est pas prêt à l'admettre. Aurore, de son côté, ne trouve pas le sommeil. Elle est assise, seule, dans le salon, le regard perdu. Chaque bruit de voiture au loin lui donne l'espoir absurde que Sofia revienne. Elle se repasse les derniers jours, cherchant le moment précis où tout a basculé. Elle se reproche de ne pas avoir été assez mère, puis de ne pas avoir été assez policière. Cette oscillation permanente l'épuise. Soraya, elle, anticipe déjà les lendemains difficiles. Elle sait que son rôle va être scruté, analysé, peut-être remis en question. Elle se prépare mentalement à défendre non seulement Sofia, mais aussi sa propre décision. Ce choix de se taire, elle le ressent maintenant comme une ligne de fracture, entre la loi et la conscience, entre ce qui est juste sur le papier et ce qu'il est humainement. Sur la route, Pedro ne lâche rien. Il observe Sofia avec une attention presque clinique. Il remarque ses arrêts plus fréquents, ses gestes plus lents. Il comprend qu'elle s'épuise, et cette faiblesse naissante l'intéresse. Il sait que c'est souvent dans ces moments-là que tout peut basculer, que les erreurs se produisent. Il se garde bien d'intervenir. Pour l'instant, il préfère rester un fantôme, une présence invisible mais constante. Sofia, elle, commence à se poser des questions qu'elle avait repoussées jusqu'ici. Où ira-t-elle? Combien de temps pourra-t-elle tenir? Et surtout, que fera-t-elle quand Orso aura besoin de soins, d'un médecin, d'un cadre qu'elle ne peut pas lui offrir seule? Ses pensées l'assaillent brutalement, fissurant son illusion de contrôle. Elle sent la panique monter, lente mais inexorable. Elle se gare finalement dans un endroit plus fréquenté, presque malgré elle. Le monde réel refait surface, des gens, des lumières, des bruits. Elle réalise à quel point elle est désormais hors de place, comme une intruse dans une normalité qu'elle a quittée trop vite. Elle baisse la tête, évite les regards, protège Orso comme si chaque passant pouvait le lui arracher. À 7, Nord se réveille avec un goût étrange dans la bouche, mélange de culpabilité et d'excitation. Le souvenir du baiser avec Romain la trouble plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle se demande si elle a tout gâché ou si, au contraire, elle vient d'ouvrir une porte qu'elle s'interdisait depuis trop longtemps. Cette incertitude la suit comme une ombre dès les premières heures de la nouvelle année. Pendant ce temps, les conséquences de la fuite de Sofia commencent à se faire sentir bien au-delà de la famille Denier. Les discussions s'intensifient, les positions se figent, et chacun se prépare, consciemment ou non, à l'affrontement qui se profile. La cavale n'est plus seulement une urgence, elle devient un révélateur. Des failles, des loyautés, des peurs profondes. Et au cœur de tout cela, Sofia continue d'avancer, épuisée mais déterminée, sans savoir que chaque pas la rapproche d'un point où il n'y aura plus de retour possible. Le jour commence à poindre lorsque Sofia reprend la route. La lumière grise de l'aube révèle son visage marqué par la fatigue, mais aussi par une détermination qui s'est durcie au fil des heures. Elle n'a presque pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, des images surgissaient. William debout dans l'entrée, Aurore courant derrière la voiture, Soraya immobile, silencieuse. Ces visions la poursuivent comme des reproches muets, mais elle s'efforce de les repousser. Revenir en arrière n'est plus une option. Orso s'agite légèrement, et ce simple mouvement suffit à ramener Sofia à l'essentiel. Elle se parle à elle-même, à voix basse, comme pour se convaincre qu'elle fait ce qu'il faut. Elle répète que tout cela n'est que temporaire, qu'elle gagnera du temps, qu'une solution apparaîtra. Pourtant, au fond d'elle, elle sait que le temps joue contre elle. Chaque heure passée loin de Seth renforce son statut de fugitive. À 7, William a passé la nuit sans fermer l'œil. À l'aube, il se rend compte que l'inquiétude laisse place à une autre émotion, plus sourde, plus dangereuse, la culpabilité. Il se demande s'il n'a pas, sans le vouloir, poussé Sofia dans cette impasse. Il repense à ses silences, à ses hésitations, à ces moments où il a choisi de croire que tout finirait par s'arranger. Aujourd'hui, il comprend que l'inaction peut être aussi destructrice qu'une mauvaise décision. Aurore, elle, a cessé de lutter contre ses propres contradictions. Elle accepte enfin une vérité douloureuse, elle ne peut pas être à la fois la mère et la policière dans cette affaire. Chaque pas qu'elle fait vers la procédure l'éloigne un peu plus de sa fille.
Chaque élancement de son cœur de mère la pousse à trahir son uniforme. Cette prise de conscience la laisse vider, comme si elle se tenait au bord d'un gouffre sans savoir de quel côté tomber. Martin observe cette dérive avec une lucidité glaciale. Il voit bien qu'Aurore s'effondre, mais il ne peut pas ralentir. L'affaire Sofia est désormais trop avancée. Les échanges avec l'Espagne se précisent, les cadres juridiques se resserrent. Pour Martin, il n'y a plus de place pour les états d'âme. Pourtant, une part de lui commence à douter. Il se demande si la rigidité qu'il impose ne fait pas qu'aggraver la situation. Ce doute, il l'enfouit aussitôt, conscient qu'il ne peut pas se permettre la faiblesse. Soraya reçoit les premiers retours officiels. Les mots sont froids, administratifs, sans nuance. Elle comprend que le dossier est en train de glisser hors de portée de toute interprétation bienveillante. Son silence lors de la fuite de Sofia pourrait désormais être interprété comme une complicité passive. Cette perspective la fait frémir, mais elle refuse encore de regretter. Elle sait qu'elle a agi en accord avec ce qu'elle ressentait comme juste à cet instant précis. Reste à savoir si la justice lui accordera cette lecture. Sur la route, Pedro sent que quelque chose change. Sofia ralentit, hésite davantage. Il perçoit sa vulnérabilité, presque physiquement. Il se rapproche encore, assez pour confirmer ce qu'il soupçonnait, elle est à bout. Cette constatation le rassure autant qu'elle l'excite. Il sait que les personnes épuisées commettent des erreurs, et que ces erreurs peuvent être exploitées. Il n'a toujours pas l'intention d'agir frontalement. Il attend le moment opportun, celui où Sofia n'aura plus la force de résister. Sofia finit par s'arrêter dans un endroit qu'elle n'avait pas prévu. Elle a besoin de souffler, de réfléchir, de nourrir Orso dans des conditions décentes. Ce moment d'arrêt, pourtant nécessaire, la terrifie. Chaque seconde immobile lui donne l'impression d'être rattrapée. Elle regarde autour d'elle, analyse les visages, les mouvements, persuadée que le danger est partout. Cette paranoïa naissante est le signe qu'elle est en train de perdre pied. À 7, la vie reprend lentement son cours, mais rien n'est plus vraiment normal. Georges tente de se convaincre qu'il peut encore réparer ce qui a été brisé, mais l'appartement silencieux le confronte à ses propres échecs. Karim, de son côté, commence à comprendre que ses tentatives de contrôle masquent une peur plus profonde, celle de se retrouver seul, incapable de créer un lien sincère. Cette lucidité nouvelle est douloureuse, mais elle marque aussi un début de changement. Nor, elle, se retrouve face à ses contradictions. Le souvenir du baiser avec Romain la poursuit, l'empêchant de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Elle oscille entre le désir d'assumer ce qu'elle ressent et la peur de se perdre une fois de plus. Cette hésitation reflète parfaitement l'état général des personnages. Tous sont à un carrefour, forcés de choisir entre ce qu'ils sont censés faire et ce qu'ils ressentent profondément. Pendant ce temps, les conséquences de la fuite de Sofia commencent à se cristalliser. Les lignes sont tracées, les positions se durcissent. Ce qui n'était au départ qu'un geste instinctif devient une affaire aux répercussions multiples, touchant bien au-delà de la famille Denier. Sofia le sent, même sans en avoir conscience clairement. Elle comprend que son choix n'affecte plus seulement sa propre vie. Et tandis qu'elle reprend la route, le regard fixé devant elle, une certitude s'impose lentement à elle. Quoi qu'il arrive désormais, elle devra en assumer le prix. La cavale n'est plus une fuite. C'est un engagement. La route devient plus étroite, presque oppressante, comme si le paysage lui-même cherchait à freiner Sofia. Les panneaux défilent plus lentement, les intersections se multiplient, et chaque choix de direction lui donne l'impression de jouer sa liberté à pile ou face. Elle commence à comprendre que fuir n'est plus seulement une question de distance, mais de résistance mentale. Et sur ce terrain-là, elle est épuisée. Orso se réveille en pleurant, plus fort cette fois. Sofia s'arrête en urgence, le cœur battant. Elle le serre contre elle, tente de le calmer, mais son propre stress transpire dans ses gestes. Elle sent la panique monter, cette peur primitive de ne plus être capable d'assurer. Pour la première fois depuis le début de la cavale, une pensée la traverse brutalement, et si elle faisait plus de mal que de bien? À 7, William reçoit un appel qui glace le sang. Les démarches officielles avancent plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Le dossier est désormais solidement enclenché, et chaque nouvelle information rend le retour de Sofia plus compliqué. Il se sent pris au piège d'un système qu'il a pourtant toujours respecté. Cette fois, la loi ne protège pas. Elle menace, et cette inversion des rôles le déstabilise profondément. Aurore, elle, est arrivée à un point de rupture. Elle ne supporte plus l'idée de rester spectatrice. Chaque minute sans nouvelles de Sofia est une torture. Elle sait que le moindre faux pas de sa part pourrait avoir des conséquences professionnelles irréversibles, mais cette perspective lui paraît soudain dérisoire. Sa priorité est ailleurs, viscérale, incontrôlable. Elle commence à envisager l'impensable, agir en dehors du cadre. Martin sent ce changement chez elle. Il perçoit la tension, la colère contenue, la détresse qui affleure.
Et pour la première fois depuis le début de cette affaire, il hésite. Il comprend que son intransigeance a peut-être contribué à pousser Sofia encore plus loin. Mais reculer maintenant serait reconnaître une erreur. Et Martin n'est pas prêt à le faire. Pas encore. Soraya, de son côté, se prépare à affronter la tempête. Elle sait que son nom pourrait bientôt apparaître dans les rapports, que son rôle sera scruté. Elle repasse la scène encore et encore dans sa tête, Sofia qui part, Aurore qui court, Orso qui pleure. Elle se demande si elle aurait pu faire autrement. Mais chaque fois, la même réponse revient. Intervenir aurait peut-être brisé Sofia sur le champ. Elle a choisi le moindre mal. Du moins, elle l'espère. Sur la route, Pedro sent que le moment approche. Il observe Sofia s'arrêter plus souvent, hésiter plus longtemps. Il devine ses doutes, sa fatigue, sa fragilité. Il commence à envisager une intervention, pas brutale, pas directe. Une approche subtile, calculée, presque bienveillante en apparence. Il sait que dans cet état, Sofia pourrait écouter quelqu'un. Et cette idée lui donne un avantage considérable. Sofia reprend la route, mais quelque chose a changé. Son regard n'est plus seulement déterminé, il est hanté. Elle commence à mesurer l'ampleur de ce qu'elle a déclenché. Elle pense à ses parents, à Manon, à cette vie qu'elle a laissée derrière elle sans même se retourner. Une vague de culpabilité la submerge, menaçant de la faire craquer. Elle lutte, s'accroche à Orso comme à une bouée, mais la fatigue gagne du terrain. À 7, les discussions s'intensifient. Les avis divergent, les tensions s'exacerbent. Certains estiment qu'il faut laisser à Sofia une chance de revenir d'elle-même, d'autres réclament une intervention rapide, ferme. Cette polarisation révèle des fractures profondes, des loyautés mises à l'épreuve. L'affaire Sofia dépasse désormais largement son cadre initial. Nor, de son côté, tente de reprendre pied. Le baiser avec Romain continue de résonner en elle, comme un écho persistant. Elle sent que quelque chose est en train de naître, mais elle a peur de répéter les mêmes erreurs. Cette hésitation la rend nerveuse, irritable. Elle se surprend à envier, presque malgré elle, la radicalité de Sofia, au moins, elle a choisi. La nuit tombe à nouveau, apportant avec elle une lourde sensation d'inéluctable. Sofia roule encore, mais chaque kilomètre semble la rapprocher non pas de la liberté, mais d'un face-à-face inévitable. Elle le sent sans pouvoir l'expliquer. Quelque chose l'attend, quelqu'un, peut-être. Et dans l'ombre, Pedro ajuste sa trajectoire, prêt à sortir enfin de son rôle de simple observateur. Tout est en place. Il ne reste plus qu'un pas à franchir. La nuit est tombée pour de bon lorsque Sofia ralentit une dernière fois. Cette fois, ce n'est plus la fatigue qui l'arrête, ni la peur immédiate d'être repérée. C'est autre chose, une sensation lourde, presque physique, comme si son corps lui-même refusait d'aller plus loin. Elle coupe le moteur, le silence s'abat brutalement, seulement troublé par la respiration irrégulière d'Orso. Dans cette obscurité, tout devient clair, et terriblement confus à la fois. Sofia regarde l'enfant longuement. Elle réalise à quel point elle l'a projeté au centre de sa propre détresse. Elle l'a protégé, oui, mais elle l'a aussi entraîné dans une fuite qu'il ne peut ni comprendre ni choisir. Cette prise de conscience la frappe de plein fouet. Pour la première fois, elle n'essaie plus de se convaincre qu'elle maîtrise la situation. Elle admet intérieurement qu'elle est allée trop loin, sans pour autant savoir comment revenir. C'est à ce moment précis qu'elle sent une présence. Pas une menace immédiate, pas une sirène, pas une arrestation. Juste cette certitude troublante qu'elle n'est plus seule. Lorsqu'elle aperçoit les phares derrière elle, son cœur se serre. Elle reconnaît la voiture avant même de distinguer le visage du conducteur. Pedro, l'ombre constante, le regard qu'elle n'a jamais vraiment réussi à situer, mais qu'elle a toujours senti peser sur elle. Pedro s'approche sans précipitation. Son attitude est calme, presque rassurante. Il ne la brusque pas, ne l'accuse pas. Au contraire, il parle doucement, comme s'il comprenait ce qu'elle traverse. Et c'est précisément ce qui la désarme. Dans cet état d'épuisement extrême, cette apparente bienveillance agit comme un anesthésiant. Sofia l'écoute, malgré elle. Elle n'a plus l'énergie de se méfier. Pendant ce temps, à 7, l'attente est devenue insupportable. William est au bord de l'effondrement. Chaque minute sans nouvelles renforce cette peur irrationnelle qu'il n'ose pas formuler à voix haute. Il se reproche de ne pas être auprès de sa fille, de ne pas avoir su la retenir, de ne pas lui avoir donné un cadre suffisamment solide pour qu'elle n'ait pas besoin de fuir ainsi. Aurore, elle, a cessé de lutter contre l'évidence. Elle sait désormais qu'elle ne pourra pas rester spectatrice plus longtemps. Les conséquences professionnelles lui importent peu face à ce sentiment écrasant d'avoir perdu sa fille. Elle n'est plus dans la retenue, ni dans la stratégie. Elle est dans l'urgence brute, celle d'une mère qui sent que quelque chose peut basculer à tout instant. Martin reçoit les derniers éléments du dossier. La situation est claire, trop claire. Sofia est officiellement en fuite, l'enfant doit être récupéré,
et chaque décision prise jusque-là rend la marge de manœuvre plus étroite. Pourtant, en lisant ces lignes froides, il ressent pour la première fois un malaise profond. Il comprend que la rigidité du système qu'il incarne a contribué à enfermer Sofia dans une impasse. Cette pensée le heurte de plein fouet, sans qu'il sache encore comment y répondre. Soraya, de son côté, est rongée par l'angoisse. Elle sait que la fin approche, d'une manière ou d'une autre. Elle repense à ce moment où elle a choisi de se taire, à ce silence qui résonne désormais comme un tournant irréversible. Elle comprend que ce choix la poursuivra longtemps, quelle que soit l'issue. Mais elle accepte cette responsabilité. Elle l'a prise en conscience, et elle l'assumera. Sur cette route isolée, Sofia sent ses forces l'abandonner. Les paroles de Pedro résonnent dans sa tête, se mêlant à ses propres doutes. Elle serre Orso contre elle, les larmes aux yeux. Elle ne sait plus à qui faire confiance, ni même à elle-même. La cavale touche à sa limite, non pas parce qu'elle est rattrapée, mais parce qu'elle est vidée. À 7, la nouvelle année commence dans un climat lourd, chargé de non-dits et de fractures profondes. Rien n'a explosé, et pourtant tout est brisé. Les relations sont mises à nu, les loyautés questionnées, les certitudes ébranlées. L'histoire de Sofia a agi comme un révélateur brutal, forçant chacun à regarder en face ses propres failles. La nuit s'étire encore, suspendue. Sofia est toujours là, au bord d'un choix qu'elle n'avait jamais envisagé de voir faire seule. Devant elle, Orso, fragile et innocent. Autour d'elle, un monde qui se referme lentement. Et tandis que les lumières de Seth brillent au loin, une chose est désormais certaine. Quoi qu'il arrive après cette nuit, plus rien ne sera jamais comme avant, ni pour Sofia, ni pour William et Aurore, ni pour ceux qui, impuissants ou silencieux, ont laissé la situation leur échapper. Leur cauchemar n'est peut-être pas terminé. Mais le point de non-retour, lui, a déjà été franchi.